Qui communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. On a parlé de ça hier. C'est aujourd'hui même que ça se produit. Netflix qui ouvre des espèces de parcs à thème. On peut pas vraiment, Isabelle, comparer à Disney parce que Disney, c'est immense, c'est extérieur. Là, on est dans des environnements intérieurs. Centres commerciaux. Plus, une grosse, immense section d'un centre commercial, mais avec des activités immersives. On va en parler tout de suite avec Éric Blais, président de Headspace Marketing. Bonjour, Éric. Bonjour, M. Dumont. Bon, est-ce qu'on parle d'une sorte de révolution? Parce que je vois des gens qui y croient plus ou moins, d'autres qui disent, ben non, c'est majeur, le Netflix rentre complètement dans un nouveau secteur. Comment vous voyez ça? Ben moi, j'ai pas accès à leur plan d'affaires, mais j'ai l'impression que ce n'est pas justement une révolution, c'est pas un changement majeur, là, puis une autre division de Netflix avec un centre de profit et tout, semblable à ce qu'on peut imaginer là, de MGM Studios, de Disney, évidemment, les parcs d'attractions. Quand on voit que c'est un partenariat avec le plus grand opérateur de centres commerciaux aux États-Unis, le groupe Simons, là, pas Simons comme on connaît au Québec, au Canada, Simon, eux, d'après moi, ils ont de l'espace à revendre. Et d'ailleurs, celui qui ouvre aujourd'hui dans le centre d'achat tout près de Philadelphie. C'est près de Philadelphie, là, en banlieue. Et voilà, celui-là, il est dans un ancien espace de Lord & Taylor. Donc, pour mettre ça en contexte, là, on parle d'un espace semblable à celui du magasin Labbé qui est maintenant vide sur la rue Sainte-Catherine. Donc, on parle plusieurs niveaux, là, le sous-sol, le premier plancher, le deuxième. On parle évidemment d'un restaurant, d'une salle de cinéma, de visionnement. On parle d'une énorme boutique où on vend des produits dérivés et tout ça. Selon moi, puis tout ce que j'en sais en ce moment, ce sont les gens de marketing qui en ont parlé le plus chez Netflix. C'est pas la haute direction, je veux dire, c'est vraiment les gens qui sont là pour faire la promotion des contenus de Netflix, pour nous attirer et nous encourager à aller voir les films et les séries sur Netflix. Donc, moi, j'y vois plus un effort de marketing promotionnel, expérientiel, chose qu'ils font déjà. Hein? Quand il y a un lancement d'une nouvelle série, c'est pas hors du commun de trouver ce qu'on appelle des pop-up. Là, on prend des espaces publics. On le voit ici, nous, à Toronto, avec Dundas Square. Il y a un événement quelconque où on nous met... les personnages sont là, dans leur costume. On voit la voiture, ce genre des éléments de décor et tout ça. Donc, c'est un peu ça qui s'apprête à faire, mais maintenant de façon plus permanente. Au lieu de le faire justement comme ça, pop-up, là, à un moment, dans les jours, les semaines qui précèdent le lancement d'une série de nouveaux films. Là, ils vont le faire de façon permanente, mais avec un roulement. Alors, on va changer les décors et tout ça. Moi, ça me fait penser à ce qu'encore une fois, j'ai vu ici à Toronto, Friends, au centre d'achat Yorkdale, qui est le plus gros centre d'achat, là, qui est énorme. Et là, il y avait un espace pas pop-up, là, dans le sens un petit kiosque dans le milieu de l'allée, là, un espace quand même assez important où on avait recréé l'appartement de nos amis de Friends, le Central Perk Café, là, l'endroit où ils se retrouvaient. Avec Friends, t'as la notion de nostalgie qui est intéressante, tandis que là, Mercredi Addams, c'est une toute nouvelle série, quoique la famille Addams, on les aime, mais tu sais, même chose pour Keep Up Demon Hunter, où on est vraiment dans les produits plus actuels de Netflix. Il y a tout à fait, dans le cas de Friends, vous avez raison, l'aspect nostalgique, mais il reste quand même que c'est l'idée de s'immerser complètement dans quelque chose qui nous échappe. Et en passant à Friends, il y a bien des jeunes qui regardent Friends. Oui, vraiment. Eux autres, là, ils regardent ça parce que il y a quelque chose de peut-être avant qu'on ait tous des pitonneurs puis qu'on se parle plus, là, eux, ils se parlaient. C'est tellement de bonne série. Alors, ce côté nostalgique-là, il est là. Mais tu sais, quand on regarde les espèces de... Moi, je pense à Ripley's Believe It or Not, là, cette espèce d'endroit où on peut aller voir les artefacts, les trucs qu'on a vus dans les films. Guinness World of Records, je pense que si c'est pas pop-up, c'est permanent. Il y a des endroits où on peut aller voir des... Alors, quand on n'a rien d'autre à faire et on s'ennuie et on est dans un centre d'achat et on flâne. Et en passant, ils veulent encourager justement ça. C'est un accès relativement gratuit. Tu y vas, tu te promènes, tu trouves une tasse de café avec la le merch, logo la marchandise.
un T-shirt, Moi, j'ai l'impression que tous ces trucs-là, à moins que ça devienne un succès incroyable parce que les gens sont tellement rien d'autre à faire et ils ont le goût de dépenser, ça va simplement couvrir les frais, ça va couvrir un loyer énorme. Donc vous voyez pas ça comme un centre de profit? Parce qu'on se pose la question, mettons vous êtes Netflix, t'es boss de Netflix un matin, il y a un point de rupture où tu te dis, OK, je peux plus augmenter mes revenus par le nombre d'abonnés. En fait, sur Terre, là, mais là, ils sont pas rendus là. Il reste de l'expansion dans plusieurs pays. Mais tu sais, tu dis sur Terre, les gens qui ont une télé, puis qui ont accès, puis qui ont un peu les moyens, là, ben ils l'ont déjà pris. Ceux qui le voulaient, ils l'ont déjà pris Netflix. Ça fait que là, tu arrives à dire, ma croissance, il faut que je fasse d'autres activités. Puis là, ben l'idée de parc d'attractions ou d'expériences immersives avec tes produits, là, tes Stranger Things ou tes Squid Game, ça devient ça, là. Ça pourrait devenir une option, là. Je ne minimise aucunement la valeur des produits dérivés, là, puis la façon dont les gens veulent s'approprier quelque chose qui leur est très personnel, qui veulent que ça fait partie de leur univers, puis ils connaissent les personnages, puis ils veulent se faire un selfie devant un décor et tout ça. Il y a de l'argent à faire là. Par contre, pour moi, c'est pas Disney Cruise. Tu sais, c'est pas les croisières Disney. Là où il y a vraiment là un modèle d'affaires, on met des gens dans un grand bateau, puis on part pendant une semaine, puis on arrête à l'île privée de Disney et tout ça. Puis là, on charge, on est en compétition avec les croisières, dans ce cas-ci familiales, etc. Et ça donne que la magie Disney, elle est présente, les personnages y sont et tout ça. Mais ça, c'est un centre de profit, ça l'est vraiment. Je pense que s'ils avaient dit, regardez, on va créer vraiment un parc d'attractions, là. On prend l'équivalent de la Ronde ou un Canada's Wonderland ou une affaire comme ça. Puis il y a ou des d'un Universal ou d'un Disney. Parce que d'abord, les deux gros États-Unis, c'est Universal et Disney, là. Et voilà. Et on peut y séjourner et puis tout ça. Là, j'y vois plus le restaurant, ben tant qu'on est aussi bien de servir des hot dogs, ben, en fait, dans leur cas, c'est des trucs comme, comment ils ont appelé ça, là, Caesar, Selling Caesar, pour que ça s'inspire de Selling Sunset. Tu sais, j'y vois vraiment un effort promotionnel. Moi, j'enlève absolument rien à ça. Au contraire, écoutez, si ça fait, ça attire un certain trafic dans des centres d'achat qui, Dieu sait, en ont besoin, des espaces qui sont vides et que ça crée un endroit style musée des séries et des films populaires de Netflix. Mais je crois vraiment pas que quelqu'un s'est assis chez Netflix et dit, regardez, notre futur, là, il passe par monétiser des espaces. Et qu'on ne vivra pas les galeries de la capitale style États-Unis. Non, c'est ça. Donc là, il y en a un aujourd'hui à Philadelphie qui ouvre, un à Dallas, là, juste avant Noël, l'année prochaine à Las Vegas. Est-ce qu'on peut penser que c'est... Tu sais, il y en a dans différents coins, au nord, au sud, Las Vegas, mythique, évidemment, que c'est un test qu'on va voir en même temps. Là, on se dit tout ça, nous, mais peut-être qu'eux-mêmes, ils le savent pas. Là, ils mettent une ligne à l'eau, ils testent ce que ça va donner, puis ils vont jauger après. La journaliste USA Today, qui a eu un preview de ce qui est ouvert aujourd'hui, a posé justement cette question-là. Et la réponse, on imagine un monde un jour où il y en aura dans toutes les grandes villes. On peut l'imaginer, je le vois pas personnellement, je vois pas comment tout ça peut être soutenu dans toutes les grandes villes américaines, là. Mais est-ce qu'il y a une opportunité d'en avoir plus? Ben, selon moi, puis ça c'est un phénomène qu'on connaît peut-être un peu moins au Canada, on voit moins ça, mais tu sais des restaurants thématiques, là, tu sais des Rainforest Café, puis des affaires où on y va, puis c'est en partie expérience musée, on sait qu'on se fait avoir, on sait qu'on se fait vendre des trucs, la bouffe est pas exceptionnelle, etc., etc. Ah, Rainforest, c'est bon, on mange bien. Ça a sa place aux États-Unis, sauf que, est-ce que c'est durable? Est-ce que l'expérience, une fois qu'on l'a fait, on y revient? Pas trop sûr de ça, à moins, justement, qu'il y ait un roulement et qu'il y a toujours des nouvelles séries. Alors, moi, je vois vraiment ça comme une stratégie marketing, promotionnelle, événementielle, là, marketing expérientiel, et qui est au service de la plateforme Netflix. Éric Blais, merci beaucoup. Salut, à une prochaine.